Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Au cours de notre émission, nous allons évoquer la bioéthique. Nous allons nous demander ce qu'elle représente, quelles sont ses victoires et quels sont les projets pour la bioéthique de demain. Et j'ai le plaisir de recevoir l'un des plus grands spécialistes belges de la question, en la personne de Charles Suzanne. Vous êtes professeur à l'ULB, à la VUB, vous enseignez la biologie, l'anthropologie. Vous avez écrit de multiples ouvrages, dont plusieurs vont paraître à l'écran, mais nous vous recevons aujourd'hui pour le livre que vous avez organisé sur le thème Bioéthique pour un progrès de l'humanité, ouvrage paru aux éditions Mémogramme. Et puis j'ai invité une des auteurs de votre ouvrage, qui s'intéresse plutôt aux questions morales. Il s'agit de Nicole Decostre. Vous êtes licenciée en histoire. Vous êtes aussi la traductrice de Matthew Lipman, qui s'occupe de philosophie des enfants. Et nous avons déjà parlé à La pensée et les hommes de ce sujet. Charles Suzanne, la bioéthique, une définition claire, facile pour les personnes qui nous suivent. Qu'est-ce que c'est que la bioéthique? Je dirais tout simplement l'éthique des sciences du vivant. Pas uniquement naturellement en termes de biologie, pas uniquement en termes de médecine. La bioéthique, c'est l'ensemble des réflexions philosophiques sur les sciences du vivant. Alors, quelles sont les réflexions philosophiques que les sciences du vivant impliquent? En quoi est-ce que la biologie, la génétique, etc., peuvent poser des questions à l'homme moderne, aux femmes modernes que nous sommes? La bioéthique, il y a de multiples sujets. Le livre que vous voulez bien mentionner compte une trentaine d'auteurs sur des sujets très divers. Mais je dirais plus simplement que c'est l'essai de définir ce qu'est la vie humaine. Et là, le débat, à la limite, je dirais, est presque simpliste. C'est une opposition, qu'on le veuille ou non. C'est une opposition entre des points de vue philosophiques différents qui se basent tout simplement sur le fait, pour certains, de dire que la personne humaine, la personne, est déjà présente dès la première cellule fécondée, voire, diront encore certains, que même l'âme serait déjà présente dans cette toute première cellule. Et bien entendu, de façon tout à fait logique, cela entraîne un certain nombre de conséquences, à savoir, par exemple, refuser l'avortement, c'est clair. Mais d'autre part, une définition qui peut-être est plus floue dans la mesure où on considère que toutes ces premières étapes de la vie ne sont pas différenciées, que c'est un morceau de tissu biologique, potentiel de vie peut-être, mais qui finalement ne sera reconnu en tant que tel que s'il y a projet parental et que si la mère en particulier veut bien reconnaître cette vie potentielle. Oui, et que s'il y a naissance aussi. Parce qu'avant naissance, il n'y a pas d'être humain réel. Je sais bien que certains philosophes, certains penseurs disent, oui, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'être existe déjà dans le sein de sa mère, mais il y a des étapes, embryon, fœtus, etc. Donc pour nous, l'être humain, il apparaît à sa naissance. Auparavant, ben, c'est un élément qui n'est pas encore humain, me semble-t-il. Tout à fait. Le biologiste, que peut-il répondre à cela? Mais tout simplement qu'il peut essayer de décrire naturellement ce développement humain, mais toute limite que l'on voudra fixer quelque part dans ce développement restera arbitraire. Et par conséquent, ce côté arbitraire ne sera ni scientifique, ni philosophique d'ailleurs. Pourtant, pour l'interruption volontaire de grossesse, la loi belge fixe un délai. La loi belge ou la loi française ou la loi espagnole, dans chaque pays, il y a un délai. Dans notre pays, le délai est de combien? Ben, il est de 12 semaines, 12 semaines exactement. Donc ça vous paraît raisonnable, cela? Le problème, c'est que ces limites varient d'un pays à l'autre, mais il est logique, naturellement, qu'en devant légiférer, il faut prendre quelque part une décision.
même si elle est arbitraire, il faut prendre une limite. Et donc, voilà, la limite a été fixée chez nous à 12 semaines. Elle peut varier. Mais est-ce qu'elle vous paraît raisonnable, Charles-Suzanne, cette limite? Je crois qu'elle paraît raisonnable. Ceci dit, on sait très bien que dans certains cas, il faudra, dans des cas de pathologie éventuelle, il faudra aller au-delà de ces 12 semaines. Mais on entre dans une autre définition peut-être de l'avortement, savoir en termes d'avortement thérapeutique à ce moment-là. Quand vous parlez de difficultés, à quoi pensez-vous exactement? Il y en a plusieurs. La trisomie, des choses comme celle-là? Oui, certainement. Disons que l'examen prénatal se fait maintenant de façon tout à fait régulière par les villosités du chorion, par exemple. Il y a d'autres techniques aujourd'hui en termes de diagnostic préimplantatoire. Peut-être quelques mots pour essayer rapidement, oui, bien sûr. rapidement de définir cela. C'est une technique qui, dans ce cas-là, doit passer par la fertilisation in vitro. Prenons un exemple concret, une famille où les deux parents seraient porteurs du gène de la mucoviscidose. Il y a donc un risque que l'enfant soit atteint de cette mucoviscidose. Il y a des possibilités actuellement, à partir d'un embryon de 4 à 8 cellules, d'isoler une seule de ces cellules, de faire un diagnostic sur cette seule cellule et naturellement de ne réimplanter que la bonne cellule, si vous voulez, que l'embryon qui ne serait pas porteur. Quel est le problème? Bon, à vous de juger si vous appliqueriez cette technique si vous étiez porteur du gène. Le seul problème, c'est que on pratique la fertilisation in vitro et que pour ceux qui, philosophiquement parlant, pensent que la personne est déjà présente dans l'embryon de 4 à 8 cellules, ben, je vais exagérer mon propos, on met à la poubelle, entre guillemets, naturellement, ces embryons qui sont porteurs. Donc, on tuerait, disent-ils, c'est le vocabulaire utilisé par eux, on tuerait ces embryons, ces personnes, en quelque sorte. Oui, mais ils ne sont pas nécessairement viables. Ah, tout à fait. La viabilité, disons qu'en gros... disons que même dans une reproduction tout à fait naturelle, s'il y a reproduction réelle dans une vingtaine de % de cas, je crois qu'on peut se déclarer très heureux. Et alors, il y a aussi le problème du clonage. On a réalisé, les Anglais ont réalisé le clonage sur les animaux, notamment sur des brebis, mais on peut imaginer que l'on pratique le clonage sur l'être humain. Votre avis à ce propos, vous qui êtes un scientifique, un biologiste, un spécialiste d'anthropologie, comment voyez-vous cette question morale qui va un jour se poser? Est-ce que nous sommes en droit de réaliser des clonages? Mais je crois que vous avez raison de dire qu'inévitablement, on sera confronté tôt ou tard au problème, en effet. Soyons clairs, il y a ce qu'on peut appeler le clonage reproductif, et je crois que dans l'ensemble de nos populations, nous serons d'accord pour refuser ce genre de reproduction, en effet. Mais il y a une possibilité non négligeable de clonage thérapeutique. Où à partir de cellules d'un patient, on cultiverait des cellules dites souches et qui seraient orientées alors vers l'un ou l'autre tissu en fonction tissu neuronal, tissu cardiaque, tissu hépatique, que sais-je encore, pour une pathologie bien particulière. Et qui pourrait sauver des personnes d'une maladie grave. Tout à fait. Ou les enfants d'une personne. Oui. Enfin, le clonage thérapeutique pourrait être individuel, en quelque sorte, pourrait concerner le patient lui-même. C'est en partie le problème lié à ce qu'on appelle les cellules souches.
embryonnaire, où là aussi, qu'on le veuille ou non, il y a opposition, puisque on part d'un embryon et qu'on va mettre ces cellules en culture pour les différencier vers l'un ou l'autre tissu. Or, pour certains, si on part du principe que ces 4 à 8 pauvres cellules sont déjà une personne, mais quelque part, philosophiquement, pour eux, ça serait impensable. Et pourtant, c'est une technique où des avancées thérapeutiques immenses pourraient être réalisées. Malheureusement, il y a donc certaines oppositions qui se traduisent au Parlement européen encore. 2006, c'était sous le commissaire Philippe Busquin, avec de multiples difficultés pour arriver malgré tout à un compromis. Et malheureusement, aujourd'hui encore, c'est toujours la même opposition, à savoir ne pas utiliser d'embryons dans ce cas-là. Alors qu'il ne s'agit finalement que d'embryons surnuméraires, c'est-à-dire des embryons qui ont été créés dans le but de fertilisation in vitro, mais qui, avec l'accord des parents, pourraient être utilisés à d'autres fins. Je vais peut-être me montrer un peu agressif, mais tous ces religieux-là qui interdisent, au fond, un progrès pour la santé publique, ils sont les premiers à envoyer se battre et à envoyer au casse-pipe leurs fidèles. La mort d'une personne vivante ne les contrarie pas, mais la mort de quelques embryons, ça les contrarie très fort. Il me semble qu'il y a une contradiction terrible. Contradiction, mais je dirais, vous avez raison d'avoir utilisé le terme religieux. Oui, je les mets tous dans le même sac, si j'ose dire. Dans la mesure où je crois qu'au niveau de ces techniques, et notamment de la fertilisation in vitro, voire même de l'utilisation d'embryons pour la culture de cellules souches, il y a une énorme différence entre une grande majorité des croyants qui sont prêts à l'accepter et un certain nombre d'officiels, je dirais, des églises qui, en effet, pour des raisons peut-être plus politiques qu'autres, le refusent. Et malheureusement, un certain nombre de partis qui suivent aveuglément ces principes absolutiste, je dirais. Oui, mais on le voit déjà pour la contraception, on le voit aussi pour l'interruption volontaire de grossesse, on le voit pour la fin de vie, dont nous allons parler dans un instant. Les religions freinent, alors que les sciences nous donnent les moyens de progresser. Votre réflexion morale à ce propos, Nicole de Costre, hein, cette espèce de dichotomie ou de fossé entre ce qui est la religion, les croyances des gens, et elles sont respectables, mais aussi les avancées de la science, et en particulier les avancées de la science qui font un progrès qui nous permettent de vivre mieux, de vivre en meilleure santé. Quelles sont vos réflexions de philosophe ou de moraliste à ce propos? Je ne suis pas philosophe vraiment, mais pour moi, c'est quelque chose que nous devons essayer de comprendre dans la société dans laquelle nous vivons, et nous sommes obligés d'adopter des positions. Et ces positions, comment pouvons-nous les adopter? Il faut que nous connaissions pas nécessairement tous les problèmes biologiques et scientifiques, mais que nous puissions émettre un jugement valable à propos de tous ces problèmes qui nous concernent tous. Et donc ce ne sont pas des problèmes uniquement de scientifiques, ce sont des problèmes de citoyens. Disons que les problèmes des scientifiques et les problèmes techniques des scientifiques rejaillissent sur la réflexion morale. Et je vous ai interrogé parce que vous êtes une éducatrice, hein, vous enseignez la philosophie morale. J'imagine que ces questions sont abordées dans les cours de philosophie pour enfants, par exemple. Je ne suis pas professeure de philosophie pour enfants, je suis, je suis traductrice de Matthieu. Oui, je m'occupe, je n'enseigne pas. C'est vrai que j'ai participé à des formations d'adultes et jamais avec des enfants, car la philosophie pour enfants, contrairement à ce que le mot peut sembler dire, ce n'est pas uniquement pour les enfants, c'est un apprentissage du raisonnement,
de la logique, du dialogue philosophique. Donc, ce qu'on peut faire dans ce que Lippmann appelle une communauté de recherche, c'est discuter ensemble, avec chacun en argumentant, des positions que l'on peut avoir, qu'elles soient religieuses, toutes les positions sont admises. Mais il y a aussi un phénomène d'autocorrection dans la communauté de recherche. Donc, on n'inculque pas des valeurs, on ne dit pas aux gens il faut penser ça à propos de tel problème, mais on arrive à essayer de nuancer une façon de voir et de pouvoir juger et de prendre position. Et il y a déjà discussion, et c'est un peu ce que nous faisons ici. Ben voilà. Hein, on en Oui. discute, on en parle, Oui. pour que les personnes soient informées et se fassent elles-mêmes leur propre Oui. jugement, leur propre philosophie. Mais que ce à soit des propos. problèmes auxquels elles puissent penser. Parce Bien qu'il y a sûr. beaucoup de problèmes auxquels on ne pense pas. Et par cette façon de travailler, on ouvre l'esprit en amenant les gens à penser à des problèmes tels que ceux-là. Oui, Charles Suzanne, vous vouliez intervenir. Je voudrais simplement ajouter qu'en effet, le problème de ces problèmes éthiques en général, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme en biologie ou en philosophie ou en médecine, que sais-je encore. Je crois que c'est le problème de tous. Mais la question peut se poser à tous les citoyens. Hein. Exactement, Voilà. c'est un problème de la vie, pratiquement de la vie quotidienne. Je crois que un des problèmes est tout simplement que la biologie, qu'on le veuille ou non, la biologie moléculaire notamment, démystifie quelque part la vie. Est-ce que c'est agréable pour tout le monde d'entendre que nous avons un génome qui, pour plus de 99%, est celui de notre brave cousin chimpanzé? C'est un fait. C'est un fait, mais simplement le dire démystifie quelque part la vie et donc peut être dérangeant pour certains en tous les cas. Bien sûr. Alors, quel est l'état de la question aujourd'hui dans notre pays? Nous savons qu'il y a un comité national de bioéthique. Est-ce que vous estimez que notre pays est au bon niveau en matière de réflexion sur la bioéthique? Ben, je crois que notre comité de bioéthique national fonctionne de manière tout à fait adéquate, en effet. Et il est composé de personnes appartenant aux diverses tendances philosophiques de notre pays. À la belge, si je peux m'exprimer ainsi, avec un compromis entre les différentes tendances philosophiques des scientifiques, des non-scientifiques, des philosophes, des biologistes, bien entendu, des catholiques, des non-catholiques, des protestants. Des Flamands, des Exactement. Wallons. Ah oui, des Flamands, des Wallons, c'est Donc vrai. voilà, Important ça. la composition n'est peut-être pas toujours très simple, mais elle fonctionne, Oui. elle fonctionne de manière tout à fait adéquate, essentiellement aussi dans la mesure où le législateur n'a pas prévu que ce comité doit nécessairement arriver à des conclusions. Il doit arriver à un certain rapport qui montre les différentes tendances existantes. Mais et il peut faire des suggestions. il peut faire des suggestions, mais ce sera au législateur finalement. Bien sûr. Ceci dit, je crois que, j'insiste, au niveau belge, ça ne pose donc pas de problème. Ceci dit, il ne faut pas s'obnubiler non plus devant les avis de certains comités. Tout dépend de la composition de ces comités et de la neutralité philosophique ou de l'équilibre philosophique qui se trouve dans ces comités. Si je peux prendre un autre exemple diamétralement opposé, au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, donc, il existe un comité d'éthique, le GEE, Groupement européen d'éthique, qui est composé de 15 membres, nommés directement par M. Barroso pour le moment au niveau de la Commission. Et sur ces 15 membres, il faut bien observer que 8 sont des religieux ou des théologiens. La France y est représentée par une théologienne de Strasbourg, membre de la consécration des vierges consacrées. Bon,
ceci comme, Oui, comme ça ne va petit pas détail. nécessairement dans le sens du progrès, Alors, ça. bon, 8 sur 15 avouaient qu'on peut se poser des questions sur les avis qui vont être émis par de tels comités. Donc, le problème essentiel d'un comité, c'est d'avoir un certain équilibre philosophique et de pouvoir donner des avis éventuellement opposés, mais qui peuvent permettre aux législateurs alors d'en tenir compte. Donc sur le plan européen, les choses risquent d'avancer moins rapidement ou moins largement que la situation en Belgique ou en Espagne, par exemple, où paraît-il, il y a eu des avancées dans des temps récents. Disons qu'il y a eu. Il y a eu, hein, je dis bien, il y a eu. Pour l'instant, il y a des reculs. Il y a eu, mais c'est vrai que l'Espagne, pays catholique pourtant par essence, je dirais presque, a eu des avancées sur de nombreux problèmes éthiques. C'est malheureusement, il faut bien l'observer, le lien, qu'on le veuille ou non, entre des avis éthiques et la composition politique des différents gouvernements européens en question. Alors revenons à notre pays. Dans l'avenir, quels seraient les souhaits de savants comme vous qui réfléchissez sur les questions de bioéthique? Qu'est-ce que nous pouvons encore, en quoi pouvons-nous encore progresser? Qu'est-ce que nous pouvons encore faire avancer, si j'ose dire? Quels sont les champs de recherche? Je dirais que rien n'est jamais acquis, naturellement. Bien sûr. Et même si dans certains aspects d'éthique, la législation belge est relativement avancée, euthanasie par exemple, par rapport à la France, on ne va pas insister trop sur cette différence assez importante entre nos deux pays. Donc rien n'est acquis et c'est un des points où nous devons rester attentifs, c'est de garantir ces différentes législations. Je crois que dans l'avenir, nous allons nous tourner vers des techniques, des biotechniques de plus en plus avancées qui vont poser de nouvelles questions. Je n'ai pas dit problème, mais de nouveaux questionnements. Ah, de nouvelles questions, oui. En effet, en termes d'amélioration de l'humain, ce qu'on appelle parfois le transhumanisme. Et là aussi, il y a le transhumanisme thérapeutique, le fait de nous corriger, de nous améliorer à ce niveau-là. Certains, mais c'est peut-être plus du fantasme ou de la science-fiction, vont jusqu'à ce moment-là des utopies de vie illimitée ou quelque chose dans ce genre-là. C'est un autre problème. Mais je crois qu'en termes de nanotechnologie, de biotechnologie, de sciences de l'information, de sciences cognitives, de neurosciences, c'est dans ces domaines-là que l'humain, encore une fois qu'on le veuille ou non, sera transformé. Tout simplement, si je peux ajouter ceci, réfléchissez à toutes les techniques médicales modernes utilisées aujourd'hui couramment. Si on vous avait parlé de certaines de ces techniques, disons, il y a 10 ans, est-ce que vous n'auriez pas déjà estimé que c'était une sorte d'utopie transhumaniste? Oui, bien sûr. Je crois que ce qu'il faut répéter, c'est que les recherches, ce que l'on fait, c'est en vue du bien de l'humanité, du bien de l'homme. Vous évoquiez tout à l'heure la fécondation in vitro. On sait fort bien que lorsque le médecin fait la fécondation, il y a plusieurs œufs qui sont fécondés. Il ne va pas garder 5 ou 6 embryons dans l'utérus de la maman. Il va en supprimer parce que il n'est pas normal qu'une personne mette 5 ou 6 enfants au monde d'un seul coup. Qu'elle ait 6 enfants, si c'est son choix, d'accord, mais d'un seul coup, c'est un danger pour les enfants et c'est un danger pour elle. Nicole de Costre, vous vouliez intervenir. Mais je voudrais dire que finalement, dans l'éducation, ce qu'on devrait attendre des enfants, c'est qu'ils se demandent quelle personne ils souhaitent devenir et dans quel monde ils souhaitent agir. Donc, qu'ils connaissent un petit peu ce qui se passe dans le monde et qu'ils puissent s'adapter et
prendre des positions dans le monde. En fait, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais qu'on puisse tout de même avoir un avis et s'engager. Je crois que nous devons être éclairés, Bien sûr. j'allais dire par les techniciens Mais bien sûr, que mais voilà. représente ici Bien sûr, le professeur Suzanne, Tout à fait. qui nous montrent quelles sont les possibilités. Oui, c'est Parce ça. que dans notre petit coin, on n'est pas capable d'imaginer Voilà. même les possibilités, tellement les victoires de la science sont à la fois rapides et importantes. Elle nous dépasse. Et pourtant, vous savez, même la génétique, je me suis fait fort, et je le fais encore de temps en temps, dans des classes du primaire, du fondamental, pardon, aujourd'hui. On peut dire primaire. D'essayer d'expliquer ce que c'est la génétique, ce que c'est l'ADN. Et ils le comprennent finalement, si on utilise un vocabulaire adéquat de façon tout à fait correcte, au lieu d'avoir un vocabulaire de 27 lettres, bon, ben, on a un vocabulaire génétique qui est composé de 4 lettres et ils comprennent cela finalement très facilement et ils comprennent que de temps en temps, dans ce langage de 4 lettres, il peut aussi y avoir des fautes et par conséquent des mutations et par conséquent l'un ou l'autre problème qui peut se poser en effet. En 1 heure de temps, je me fais fort de leur expliquer ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole de Costre. Merci beaucoup, Charles Suzanne, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle, Charles Suzanne, que vous avez dirigé un volume intitulé Bioéthique pour un progrès de l'humanité. Le sous-titre est important, pour un progrès de l'humanité, ouvrage auquel vous avez participé, Nicole de Costre, et qui est publié aux éditions Mémogramme. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.